Bonjour, bonsoir. Téléspectateurs de Mandé TV, très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Entretien Brut. Bienvenue et merci beaucoup d'être fidèle à ce plateau qui fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, internationale. Très souvent, vous le savez, sur ce plateau, nous avons des confrères journalistes ou des invités pour pouvoir faire un décryptage de la semaine. Certains sujets cruciaux, il faut en parler, il faut le décrypter, il faut faire une analyse. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau l'honorable Fousseini Ouattara. Il a un PhD en sciences économiques, il est vice-président de la commission Défense nationale, sécurité et protection civile du Conseil national de transition, CNT. Honorable Ouattara, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et merci surtout de votre disponibilité. Merci pour votre invitation, c'était très aimable. Je vous salue, je salue M. Diakité aussi. Notre second invité sur ce plateau est M. Abdoul Wahab Diakité. Il est le président de l'Association malienne des consommateurs du Mali, ASCOMA. Monsieur Diakité, bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Merci de votre disponibilité. Les remerciements c'est à vous. Je dis bonjour également à l'honorable Ouattara et également aux téléspectateurs. Téléspectateurs, on vous dit merci. On salue aussi la diaspora qui nous regarde par le monde et qui sont toujours très prévenants en nous faisant des petits messages. Merci, on lit ces messages et ça nous va droit au cœur. Pour les sujets, nous aurons pour en débattre sur ce plateau, notamment le sujet qui fait aujourd'hui l'actualité malienne essentiellement. Il s'agit de la pénurie de carburant. Deuxième sujet sur ce plateau téléspectateur, il s'agira de savoir la situation énergétique. Voilà. On a un président de l'association des consommateurs sur ce plateau. Il va nous éclairer là-dessus. Et troisième sujet et dernier, il s'agit des attaques et l'insécurité sur les axes Bamako-Kaye, Bamako-Ségou. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet. Pénurie de carburant à Bamako depuis début octobre 2025. Les Maliens font face à une énorme pénurie de carburant. Voilà, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Diakité, vous pouvez nous dire un petit peu, étant président des consommateurs, les consommateurs doivent sûrement vous interpeller un petit peu à ce sujet. Merci bien madame. Donc effectivement, quand on a constaté début octobre à Bamako, la pénurie, mais en fait elle a commencé dans les autres capitales régionales avant Bamako. Mais en fait, cette pénurie est uniquement due à l'insécurité. Parce que dans un premier temps, certains Maliens même ont fait l'apologie des soi-disant djihadistes. Parce que quand on a eu des citernes brûlées, ce sont nous-mêmes les Maliens qui avons véhiculé ces images-là. Donc cela a créé une panique dans un premier temps auprès des opérateurs. Et tout d'un coup, les nationaux qui ont vendu toujours à un prix inférieur au prix plafond, c'est-à-dire que chaque mois, ou bien en tout cas, les prix des hydrocarbures sont fixés par ce qu'on appelle la commission de fixation et de taxation des hydrocarbures, qui donne un prix plafond. Et généralement, les nationaux vendent toujours en dessous de ce prix plafond. Et quand il y a eu ces événements, systématiquement, les nationaux, certains en tout cas, ont ajouté 50 francs, 75 francs sur certains, pour atteindre les 700, alors que pour le gasoil c'est 725 et le supercarburant c'est 775. Donc ça a créé directement une panique au niveau de la population et tout le monde sérieux. Malheureusement, les autorités auraient pu prendre le pas en communiquant. Mais malheureusement, la communication également à ce niveau a failli. Et finalement, les réseaux sociaux ont pris le pas. Et c'est ce qui a créé effectivement cette panique-là au niveau de choses. Bon, ici, ce qui a souligné également, c'est qu'au Mali présentement, heureusement pour nous, ce sont les nationaux
qui approvionnent le Mali presque à 100%. À 100%. Donc, c'est leurs citernes qui ont été endommagées souvent. Donc, le problème que nous avons eu, effectivement, bon, il faut réellement remercier, en tout cas, nos opérateurs. Parce qu'en fait, c'est eux qui approvionnent à 100% le pays. Donc, en dépit de cela, il y a eu une pénurie, mais il n'y a pas eu de manque absolu. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pu mettre sur place un mécanisme pour éviter la spéculation. Et c'est ce qui a vraiment enduré. Et c'est ce qui a créé encore plus de problèmes aux consommateurs. Avant qu'on revienne pour savoir qu'est-ce que vous faites pour la défense des consommateurs, je vais d'abord demander à Honorable Diawara, cette pénurie, ça vous interpelle quand même? Honorable Ouattara plutôt, pardon, ça vous interpelle quand même? Ça vous interpelle? Oui, ça nous interpelle, mais ça interpelle surtout le gouvernement. Parce que c'est eux qui sont chargés de veiller sur la politique d'approvisionnement du Mali. C'est eux qui sont chargés surtout d'analyser toutes les anomalies qui peuvent survenir et d'analyser surtout, nous sommes dans un cadre, comme tout le monde le sait, dans une situation d'insécurité sur les routes. Donc normalement, le gouvernement aurait dû anticiper un peu et prévoir que de telles choses peuvent advenir et savoir comment gérer ça, surtout sur le plan de l'information, comme mon frère l'a dit, M. Diakité. Parce que s'il y a de telles choses et qu'on laisse des amateurs se charger de la communication, surtout donner des interprétations sur les réseaux sociaux, ça peut pousser les gens à la panique. Et vous savez, quand la panique intervient, c'est très difficile de gérer sur place. Sinon, si on analyse profondément, est-ce que les gens avaient à s'inquiéter profondément du manque qu'on a constaté? Je dirais non. Si on avait su vraiment communiquer comme il le fallait, parce que c'était sûr que nos forces de sécurité et de défense avaient déjà prévu des escortes et de sécuriser les parcours des citernes. Et bien sûr que quand on voit sur les réseaux sociaux des citernes, 3 citernes ou bien 4 citernes qui sont brûlées, sont des images qui choquent et sont des pertes aussi pour les opérateurs. Donc d'un côté, on aurait dû bien communiquer avec les opérateurs et de l'autre, rassurer la population qu'il n'y a pas un tel déficit de carburant qui doit amener à la panique comme on l'a vu. Mais malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui profitent de tout cela. Et nous avons vu qu'au niveau des stations, généralement les attroupements qui sont là sont très difficiles à expliquer. Parce que ce sont des gens qui entretiennent cela pour revendre après le carburant. Comme M. Diakité l'a expliqué, le prix du carburant est subventionné au Mali. Si vous prenez le prix du carburant même, au niveau des stations-service, de sa formation, vous verrez que par rapport, par exemple, au prix qu'il y a à la bourse, on comprend aisément que à peu près 60% du prix, ce sont les impôts et les taxes. Ce sont les impôts et les taxes. Donc, ce qui fait que le gouvernement a toujours des marges de manœuvre pour pouvoir soulager la population. Mais quand il y a la panique et que les opérateurs aussi, par exemple, qui voient qu'ils font face aussi à des chauffeurs ou aux propriétaires de camions-citernes aussi, qui augmentent leur prix, vraiment, il faut trouver des solutions pour parer à tout cela, afin que cela ne se répercute pas sur la population au niveau du prix. Et je pense que le gouvernement fera le nécessaire. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne peux pas parler à leur nom, mais je suis sûr que là où nous sommes, le Mali n'est pas aussi en danger du point de vue de pénurie de carburant. Je vais vous donner un exemple, peut-être qui va vous frapper. Vous savez que la Russie, c'est un pays qui est l'un des premiers producteurs de carburant. À cause de la guerre aujourd'hui, il y a des raffineries qui ont été touchées. Et il y a une pénurie d'essence. Mais cela n'a pas créé de telle panique que la population, tout le monde va se jeter sur
stations de service et consorts. Parce que ce sont des choses, les temps de réparation, des dégâts qui ont été causés peut prendre à peu près 1 mois ou bien 1 mois et demi, 2 mois. Donc la population comprend cela. Et les gens sont très patients. Je pense que de notre côté aussi, nous aurons dû prendre de tels exemples, expliquer à la population que ça, ce sont des choses conjoncturelles qui sont survenues et que ce temps-là va passer très vite. Est-ce que seulement c'est une histoire de communication avec la population? Il y a des spécialistes qui disent que tout cela était prévisible en fait. Parce que depuis le mois d'avril, vu le procédé des attaques, des exactions menées par des groupes terroristes depuis le mois d'avril. Je suis d'accord. Dans mon intervention, c'est ça que j'avais dit, que le gouvernement a manqué d'anticipation sur ces choses-là. On aurait dû vraiment anticiper sur tout ça, rassurer la population que malgré ces attaques-là, il n'y aura pas de pénurie de carburant, en fait. Voilà. Mais malgré les attaques, il y a quand même pénurie de carburant. Et aujourd'hui, c'est connu. C'est parce que ces citernes sont visées. C'est beaucoup plus artificiel parce qu'au niveau des dépôts centraux, s'il n'y a pas de carburant, au niveau des réserves, s'il n'y a pas de carburant, on peut dire qu'effectivement, il y a une pénurie qui puisse interpeller tout le monde. Mais tel n'est pas le cas. Et prenons par exemple, du point de vue d'un économiste, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez vu nos microfinances là. Il y en a qui ont fait faillite à cause de quoi? Par exemple, 2 ou 3 clients qui n'ont pas pu retirer par exemple leur avoir. Le bruit est vite passé. Que c'est pas, la rumeur, c'est étendu. Voilà, la rumeur, qu'il y a un déficit, c'est pas de liquidité, qu'il y a des problèmes. Donc tout le monde s'est tout de suite jeté sur cette société pour retirer ses avoirs. Et ça a créé la faillite de la société au fait. Mais vous le transposez à cette histoire de carburant. Donc ça veut dire... Pourquoi dans ce cas, il y a encore des stations qui sont quand même fermées? Comment ça s'explique? C'est la spéculation, Ce problème se pose à différents niveaux. Comme vous le savez, vous avez vu le communiqué du procureur. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Ça veut dire que les enquêteurs quand même ont compris qu'il y a autre chose que le fait même qui est imputé aux pénuries de carburant. Peut-être il y a une pénurie aussi de façon artificielle. S'il y a des rétentions au niveau des distributeurs, au niveau de ceux qui possèdent le carburant, ça aussi, ça peut amener une pénurie. Donc, je ne vais pas trop, parce que déjà, si le procureur s'est prononcé sur ça, on va attendre quand même, s'il y a des enquêtes, les résultats qui vont venir. À ce moment, on pourra savoir pourquoi certaines stations sont fermées. Je dis ça pourquoi? Parce qu'au niveau de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et du commerce, c'est eux qui donnent les intentions d'importation. Donc, ils savent pertinemment qui et qui ont levé des intentions d'importation de carburant. Ça, c'est une première chose. Et une seconde chose est qu'au niveau même de la douane aussi, on sait quelle quantité de carburant est entrée au pays. Donc, en faisant l'analyse de ces choses, on peut se dire, est-ce qu'il y a un déficit réel ou non? Vous voyez? Mais le consommateur final, si lui, il ne peut pas s'approvisionner, lui va parler de déficit. Donc, si on analyse au niveau des intentions d'importation, au niveau de la douane, il y a une telle quantité de carburant qui est sur le marché, qui est suffisante, on va parler qu'il y a autre chose aussi, que le simple fait que des citernes ont été brûlées et la panique qui a eu lieu. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit faire des analyses. D'accord. Donc, pour vous, il y a assez de carburant? Pour moi, à ce jour, il y a assez de carburant. Il y a assez de carburant, malgré certaines stations qui sont fermées? Effectivement. D'accord. Moi, je veux me retourner vers vous, M. Diakité. Comment vous protégez les consommateurs dans ce cas? Parce que quoi qu'il en soit, que ce soit une manœuvre ou pas, le résultat est le même ici. Il y a quand même, entre guillemets, pénurie. Comment vous arrivez à rassurer les consommateurs ou bien à faire l'intermédiaire avec les autorités? Non, en fait, ce qui est d'abord réel, même s'il n'y a pas aujourd'hui, comme l'honorable disait, aujourd'hui sur plus
d'une centaine ou bien 200, il n'y a qu'une trentaine de stations qui soient en marche. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème à ce niveau. Deuxièmement, même le problème d'approvisionnement. Quand on prend aujourd'hui pratiquement tous nos opérateurs, c'est sur l'axe Abidjan. Donc alors qu'à Abidjan, il n'y a qu'une seule raffinerie. Donc c'est le premier venu, le premier servi à un rang. Bon, au-delà de tout ça, si nous revenons maintenant au cas spécifique que nous vivons actuellement, je disais à un moment que le gouvernement n'a pas pu mettre sur place un mécanisme pour éviter la spéculation. Pourquoi? Certains porteurs d'uniformes, on a vu, et ils viennent prendre des choses, s'approvisionner, et maintenant ces mêmes gens-là, en tout cas après, on voit ces bidons-là avec des vendeurs. Il y a des vieux également. C'est-à-dire qu'on laisse à cause de leur... parce que la loi même le dit, ici au Mali, priorité aux vieux, et certains vieux également veulent s'approvisionner pour encore aller vendre. Troisièmement, des brigades qui sont là également, qui sont censées maintenir l'ordre, également profitent de leur avantage pour donner. Et les tricyclistes là, ils viennent, ils remplissent, ils repartent. Ils déversent, ils reviennent, ils remplissent. Voilà, c'est le gouvernement qui aurait pu mettre un mécanisme sur place en disant, par exemple, nous avons salué effectivement, en tout cas, le comportement proactif du procureur général quand il a demandé, mais pour nous, on n'aurait même plus d'urgence, mais on va me dire que non, que cette solution était radicale. Quand on voit quelqu'un spéculer autour des carburants, prendre le carburant également, s'approvisionner puis continuer à ne pas payer. Imaginez un peu, nous avons vu en commune 2, certains qui ont payé 1 litre de miel à 6500. Vous comprenez? Donc tout ça, ce n'est pas un problème de pénurie, mais c'est juste un problème de spéculation. Et cette spéculation-là ne peut être prise en charge que par le gouvernement. Notre problème, c'était d'attirer l'attention du gouvernement par rapport au problème. Même les bidons, là, en fait, nous avons dit attention. Quand nous avons vu les bidons et les fûts sur au niveau des stations, nous avons dit non, interpellez le gouvernement, attention. Finalement, est-ce que nos ennemis ne vont pas venir profiter de cette situation pour s'approvisionner ici? Et effectivement, nous avons été écoutés. Donc, on a cessé de cela. Mais jusqu'à présent, il faut carrément un mécanisme de prise en charge pour mettre fin aux spéculations. Bon, sans cela, ce n'est pas possible. En tout cas, nous ne pouvons que relayer les informations. Mais la prise de décision émane du gouvernement. Aujourd'hui, quand on prend au niveau des stations, logiquement, c'est la Direction générale du commerce, de la concurrence, de la consommation qui doit tout gérer. Mais au niveau des stations, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une brigade de jeunes qui relève plutôt du ministère de la Jeunesse. Alors que la DGC n'a aucun pouvoir sur eux. Ce bicéphalisme-là va à l'encontre des préoccupations d'un consommateur. Donc il faut analyser tout ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, d'accord, cela c'est déjà fait, mais quelles leçons devrons-nous tirer de cela? Imaginez un peu, nous avons attiré les attentions depuis les années 2000. Nous avons demandé qu'il était nécessaire pour le Mali d'avoir son stock national de sécurité. Mais on n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, on a été rattrapé par ça. Tous nos pays voisins, là, ont un stock de sécurité. Mais le Mali n'en a pas. Un pays de guerre. Un pays de guerre, mais moi aussi j'ai envie de vous interpeller parce que le Premier ministre quand même a eu à rencontrer les acteurs du pétrole. Oui. Et ça veut dire qu'ils sont allés voir le Premier ministre pour notamment exposer la difficulté de pouvoir s'approvisionner dans un premier temps. Et pour reprendre les propos du Premier ministre qui dit qu'on ira chercher le carburant à pied et avec des cuillerées s'il le faut. Ça veut dire que quand même, il y avait déjà un problème. Ce n'est pas seulement un problème de spéculation. À la base, il y avait un problème et par la suite, la spéculation est venue se greffer à là. Les pétroliers par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, ce n'est même pas difficile. Après cette information-là, nos forces de sécurité se sont adaptées maintenant au contexte. C'est ce qu'il faut souligner. Sans cela, aujourd'hui, on n'aurait même pas
1 litre de carburant au Mali. Il faut reconnaître cela. C'est-à-dire, moi, je remercie les opérateurs économiques d'abord, parce que ce sont eux qui sont en train de nous approvisionner, et l'adaptation, en tout cas au contexte, par les forces de sécurité. Certes, il y a eu l'anticipation, je suis d'accord, mais si sans cela, aujourd'hui, quand il y a des escortes là, dans le temps, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, on est obligé non seulement d'escorter à l'aller, mais d'escorter également au retour. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul point d'approvisionnement. Ça, c'est l'axe d'Abidjan. Et ce qu'il faut craindre également, dans quelques jours, il y aura les élections là-bas également. Donc, nous anticipons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant les élections pour que réellement le pays soit suffisamment approvisionné? C'est de cela que nous parlons. Donc, nous ne faisons que lancer l'alerte et maintenant la mise en œuvre dépend du gouvernement. Et ce que je ne comprends pas au Mali, quand il y a un problème, pour qu'il soit résolu, il faut toujours voir le Premier ministre devant. Moi, alors qu'il y a des ministres sectoriels, ça je ne comprends pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Honorable Ouattara, on le sait, tous les Maliens savent que le Mali est en guerre. Comment se fait-il qu'un pays en guerre comme le Mali, le nôtre, n'arrive pas à avoir des réserves de sécurité? Et ça, c'est pas moi qui l'ai sorti sur cette table. Comment ça s'explique? Le président des consommateurs l'a dit, on peut le croire. Et ils sont sur le terrain. Il a pris des pays limitrophes. Par exemple, prenons le cas du Burkina. Le Burkina a une société d'État qui s'occupe de l'achat du carburant. Le carburant qui rentre, c'est cette société-là qui s'occupe de cela. Au Mali, depuis longtemps, nous sommes un pays enclavé. Nous, à son temps, on a eu à le dire. Le mieux pour nous, d'abord, c'est de voir, par exemple, les sources d'approvisionnement. On peut voir soit à travers la Guinée qui est tout près, le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire, c'est de faire d'abord, essayer de faire des oléoducs. C'est-à-dire que les pipelines qui sont chargés du transport du carburant. Ça, c'est mieux que seulement de se focaliser sur les camions citernes. Avant, on avait les chemins de fer qui pouvaient nous soulager un peu. Maintenant, on ne l'a plus. Mais si notre approvisionnement est principalement basé sur les camions citernes, on peut nous étrangler facilement. On voit les cas. Si c'est l'oléoduc, par exemple, non seulement ça va se répercuter sur le coût du transport du carburant, et l'approvisionnement aussi, ce serait une source de sécurité pour l'approvisionnement. Si on met, par exemple, de la Guinée, si on met des dépôts ici, par exemple, que ce soit au niveau de Caille ou bien de Bamako, des dépôts centraux, à travers l'oléoduc, s'il y a des pompes puissantes, 10 000 tonnes de carburant, on peut pomper ça en une heure. Alors que pour transporter 10 000 tonnes de carburant avec des camions citernes, mais il faut compter des centaines de camions citernes. Ce qu'on peut faire en une heure. Donc le problème, c'est un problème de réflexion d'abord, et qu'on trouve des solutions structurelles à nos problèmes, qui sont aussi structurels. Mais si on trouve toujours des solutions conjoncturelles, on va être affronté à de telles choses chaque fois. Sinon, aujourd'hui, au fait, même ce que les gens ne pensent pas, escorter les camions citernes, c'est une dépense supplémentaire pour les recettes de l'État. Ça, c'est un. Et de deux, nous sommes obligés d'appeler des forces qui sont occupées sur d'autres théâtres de guerre pour qu'ils s'occupent de cela, surtout les forces spéciales. Donc, il faut qu'on trouve obligatoirement des solutions, parce que nous, par exemple, au niveau du CNT, à son temps, on avait voté pour transformer l'ONAP en OMAP, Office national de pétrole du Mali, en Office malien de pétrole du Mali. On avait cru que quand même, on va avoir des dépôts qui seront des dépôts nationaux et qui vont quand même avoir des dépôts de sécurité et ainsi de suite. Bon, jusqu'à présent, ces réalisations-là relèvent plutôt du gouvernement. Ce n'est pas une critique du gouvernement, mais ce sont des analyses seulement qui sont là et qui est réel. Et ce que M. Diakité a à dire, vraiment, c'est quelque chose quand même qui interpelle. Si des gens mal intentionnés, qui soient en uniforme ou pas, vont s'approvisionner dans de telles difficultés pour aller revendre ça,
Ces gens-là se mettent au même niveau que les terroristes. Il faut le dire. Vous venez de dire que le Mali doit apporter des réflexions assez profondes par rapport à cette situation aujourd'hui. C'est une situation extrêmement dangereuse, on peut la qualifier ainsi. Vous êtes sans savoir qu'il y a des vidéos qui ont circulé où des terroristes, on va les appeler ainsi, ont pu acquérir une citerne. En tout cas, dans la vidéo, c'est ce qu'on voit. Est-ce que d'un côté, ils arrivent à avoir le carburant à 0 francs et d'un autre côté, ça devient Est-ce qu'il ne faut pas que le gouvernement aujourd'hui prenne cette histoire réellement très, très, très au sérieux? Ça, c'est un cas singulier. Oui, mais les cas singuliers, quand elles s'accumulent, Pourquoi je dis cela? Le gouvernement, nos forces de sécurité aussi, ils ont des centres d'opération qui anticipent sur ça. Malheureusement, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans n'importe quel pays. Et que des bandits puissent quand même s'accaparer d'un citerne ou de 2 citernes. Mais est-ce qu'on ne les a pas poursuivis? Est-ce qu'on va tout faire pour mettre fin à cela? C'est ça. Et généralement, je salue nos forces de sécurité. Vous voyez, chaque fois, quand il y a de telles choses, ils parviennent à les localiser. Souvent, vous avez vu aussi des images où on a pu intercepter des terroristes avec des centaines de bidons ou bien des dizaines de bidons de carburant. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas négligées par nos forces de sécurité et le centre de commandement. Donc, chaque fois que de telles choses arrivent, il y a des réactions toujours derrière. Merci beaucoup, honorable Ouattara. Monsieur Diakité, j'ai envie de vous demander, est-ce que les Maliens peuvent être rassurés avec ce que vous avez avancé, avec sûrement des approches que vous allez faire avec nos autorités? Est-ce que les Maliens peuvent être rassurés dans les jours, les semaines qui vont arriver pour avoir une normalité dans l'approvisionnement de carburant? Ou bien par rapport à ce stock de sécurité qui pose toujours problème? Non, en fait, et pour effectivement faire le stock de sécurité, ce n'est pas en un jour. Moi, je vous ai dit que depuis les années 2000, les réflexions ont été faites, les coûts ont été utilisés et j'ai calculé tout ça là. Mais malheureusement, non. C'est pourquoi je dis que nous avons été rattrapés. Deuxièmement, comme il le disait tout de suite, l'honorable le disait tout de suite, effectivement, l'OMAP a été créé. Et l'OMAP est fonctionnel. Malheureusement, l'OMAP est confronté à de sérieuses difficultés financières. C'est ça le problème également. Bon, maintenant, et aujourd'hui, nous ne faisons que, en tout cas, donner des pistes de solutions. Et je ne cesserai de le saluer. Ça, c'est d'abord pourquoi les Maliens doivent être rassurés. Les Maliens doivent être rassurés à cause de l'engagement d'abord de nos pétroliers. À cause de l'engagement de nos pétroliers. Deuxièmement, aujourd'hui, le bureau du pétrole fonctionne 24 sur 24. Ça veut dire beaucoup de choses. Hier encore, j'avais appelé des pétroliers. À 20h encore, ils étaient là-bas par rapport au dédouanement, etc. Donc, tout ça, c'est des mesures, effectivement, qui sont sanitaires. Troisièmement, qu'est-ce que nous disons? Maintenant que le gouvernement prenne, en tout cas, des précautions nécessaires pour accélérer la rotation. Parce qu'on le veuille ou pas, c'est à Abidjan. Nous nous approvisionnons, alors que là-bas, il y a l'Oran. Donc, il y a l'Oran. Donc, ce n'est pas parce que, si c'est, tu vois, le premier venu, premier servi. Donc, facilite, ça y est, accélérer la rotation. C'est-à-dire les camions qui viennent tout de suite là, les escorter pour essayer de faire le maximum avant les élections. Avec ça, quand même, réellement, chose. Qu'en est-il au niveau des régions? Parce qu'aujourd'hui, les régions, en tout cas pour l'instant, c'est encore très critique. Hein. Non, en fait, c'est quand on essaie de voir. Hein, et vous prenez la même chose. Le Mali a besoin de plus de 150 citernes par jour. Et plus de 150 citernes par jour, oui. National. Donc déjà, ça veut dire qu'au rythme là, c'est difficile. Donc maintenant, réellement, la tendance qui vient de commencer là, c'est cette tendance qui doit être poursuivie pour que réellement les consommateurs puissent être soulagés. Et il faut vraiment tenir compte des élections de notre voisin. Donc, prendre tout ça là, c'est maintenant nous disons, nous avançons des idées, la mise en œuvre maintenant relève la compétence du gouvernement.
ils vont faire des recherches par rapport à ça. Et puis maintenant, élaborer un mécanisme pour faire en sorte que cette tendance-là soit suivie. D'accord, merci beaucoup, chers messieurs. On va passer à notre second sujet. Il s'agit de l'EDM, la situation énergétique. Voilà, depuis maintenant, on va dire quelques semaines, on va dire début du mois de septembre, les Maliens retombent dans le passé. Voilà, c'est un peu compliqué pour les entreprises, surtout les business qui fonctionnent essentiellement avec l'électricité. Au départ, on était dans ce même schéma-là à partir de février 2025. Avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, voilà, dans la recherche des solutions, a mis en place un fonds de soutien, notamment pour régler la situation énergétique. Les Maliens sont prélevés depuis la date du 5 mars 2025. Tous les Maliens, en tout cas sur le territoire, payent le fonds de soutien. Et depuis quelques semaines, nous avons en moyenne 4 heures, 6 heures d'électricité sur 24. Les Maliens patientent, les Maliens sont résilients, mais on essaie de comprendre comment se fait-il que cette situation perdure. Honorable Ouattara, votre avis là-dessus? Merci. Bon, vous savez, notre énergie du Mali, et notre société est confrontée à des difficultés qui ne datent pas d'aujourd'hui. EDM est confronté à des difficultés structurelles très très sérieuses. Si on prend d'abord du point de vue de la production même de l'électricité, la quantité d'électricité dont EDM a besoin, EDM même n'en produit à peu près qu'un peu moins de 50%. Si on prend ces 50% là, on va voir que la majeure partie aussi de ces 50%, la quantité d'électricité produite est faite par des centrales thermiques, surtout des centrales thermiques isolées, qui le plus souvent fonctionnent à LFIO, Liquefied Fuel, qui est le diesel. Donc ces centrales produisent le courant à perte. On le sait, mais ça n'explique pas tout. Parce que EDM s'approvisionne généralement avec le barrage de Manantali, qui est dirigé par SOGEM, Société des Actions, Albatros, en République de Côte d'Ivoire, on les fait plier, à Selingué, les centrales solaires et la production même d'EDM. Donc, avec le fait que depuis des dizaines d'années, les réseaux d'électricité même n'a subi aucun investissement. C'est un réseau très vétuste, où les pertes de courant même sont énormes. Et encore, généralement, les transformateurs, tout que vous connaissez, souvent sont des transformateurs qui sont grillés à cause souvent de la surtension, ainsi de suite. Et si on prend toutes ces difficultés, surtout les partenaires d'EDM qui fournissent aussi du courant, même la quantité que ceux-ci fournissent, EDM n'est pas capable de les recevoir. Parce qu'au point de réception, EDM n'est pas capable de recevoir la quantité fournie. Donc tout cela a fait que, si on voit aussi les contrats que EDM avait établis avec ses partenaires, c'était des contrats qui étaient très défavorables à EDM. Par exemple avec Albatros ou d'autres. Parce que EDM non seulement doit leur fournir le carburant, mais EDM doit payer aussi à la présentation des factures de la quantité de courant qui avait été produite, que ce soit consommé ou pas. Donc tout cela a fait que, par exemple, à notre niveau, quand le dossier était, par exemple, venu en 2022, au niveau du CNT, on a vu que EDM avait, par exemple, comme dette fournisseur à son temps, c'était 242 816 millions qu'il fallait vite éponger. Et parallèlement à cela, si on prenait la dette totale en ce temps de EDM, ça prévalait déjà les 600 milliards. Ce qui faisait que EDM en tant que société, son existence même
financièrement et économiquement était difficile à expliquer. Parce qu'en ce temps, on a été obligé de ratifier une ordonnance qui avait été prise pour quand même ajuster l'EDM au niveau du respect des normes de l'OHADA. L'OHADA, par exemple, l'article 664 qui fait la référence entre le capital même de l'EDM et les fonds propres de l'EDM, ainsi de suite. Donc, à ce moment, on avait voté un crédit à peu près que la BOAD devrait donner de 40 milliards, je crois. Il y a eu des difficultés après. Il a fallu que le ministre même de l'économie et des finances intervienne pour quand même sensibiliser les banquiers, donc qui ont bien voulu restructurer les dettes de EDM et étaler ça sur 10 ans. Et à peu près ajuster même les taux au taux de prêt marginal de la BCEAO à son temps. Donc ça, c'était pour soulager EDM de ces 242 milliards 816 millions afin que EDM puisse s'approvisionner en carburant pour soulager quand même la population du point de vue des fournitures d'électricité. On a vu que ce n'était pas le seul problème. Il y a eu d'autres problèmes encore, comme vous le savez, avec les groupes que EDM avait acquis et qui s'étaient avérés défectueux, ainsi de suite. Et des centrales solaires aussi, qui devraient être mises en circulation. Justement, comment se fait-il que les autorités puissent annoncer cela, sachant la sensibilité, la fragilité de ce sujet? On a tout entendu, on a entendu vous savez, du nucléaire, on a attendu les panneaux solaires qui n'en étaient pas. Finalement, on s'est rabattu au fonds de soutien. Les Maliens continuent. Maintenant, moi, bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas du gouvernement. Oui. Vous m'avez expliqué en tant que vous êtes malien quand même. Expert en finance, oui, bien sûr. J'ai fait des analyses quand même. Donc, vous savez, effectivement, la ministre qui était là-bas à son temps, Mme Bintou Camara, voilà, a fait beaucoup d'annonces. On sait qu'elle n'était pas du milieu, elle n'était pas spécialiste. Bon, peut-être ceux qui lui ont dit de faire beaucoup d'annonces, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est que le président avait donné quand même des directives très très concrètes pour le Mali était parvenu à signer 2 contrats, avec, disons 3 contrats même, et avec la Russie, et avec la Chine, et avec les Émirats, je crois, pour la construction de centrales solaires. Mais souvent, ce problème même, je ne dirais pas qu'il relève seulement du gouvernement, mais relève même du Malien. Ce n'est pas d'un caractère qu'on a à nous créer des difficultés. Parce que si les sites qui ont été désignés pour la construction de ces centrales solaires-là, si des Maliens viennent dire qu'ils ont des titres fonciers sur ces sites qui relèvent du domaine public de l'État, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ça sont des choses quand même vraiment au niveau même du Mali qu'il faut voir. Le gouvernement ne peut pas s'engager avec des sociétés pour construire des sites et que sur ces sites-là, il s'avère que soit des maires ou des préfets ont pu délivrer des titres de propriété sur ces sites-là. Alors que sachant bien que tout ce qui relève du domaine public de l'État, ils ne peuvent pas le faire. Seul le ministère des Domaines peut quand même désengager des terrains et les donner à ces gens. Si tel n'a pas été le cas, bon, il y a de ces choses. Mais les Maliens aussi se sont posé la question si ces terrains sont des terrains à problème. Le Mali est tellement vaste, pourquoi ne pas relocaliser? Non, ça on ne peut pas faire ça. Les études sont faites généralement. C'est des panneaux solaires. Oui, les études sont faites sur un site. On ne peut pas les désengager comme ça. Vous savez, les panneaux solaires, par exemple, pour les 100 ou bien 200 mégawatts, il faut à peu près combien d'hectares? C'est beaucoup d'hectares. Donc on ne peut pas les déclasser comme ça parce qu'il y a
calculs qui sont faits. Oui, mais dans la recherche des solutions, il faut souvent aller un petit peu plus rapide par rapport à ça. Merci beaucoup, honorable Ouattara. Je ne crains que le temps nous fasse défaut. Monsieur Diakité, les Maliens attendent l'électricité, mais les Maliens payent toujours le fonds de soutien qui, au final, depuis un mois, en tout cas, on va dire 1 mois et demi, on retombe sur l'ancien système. Il y a certains Maliens qui se sont posé la question, mais pourquoi on ne met pas en pause le fonds de soutien dans ce cas? Effectivement, nous avons fait le même constat. Bon, et on sent que l'honorable, il est honorable, mais il est plutôt financier qu'honorable. À l'écoute, il est plutôt financier qu'honorable, quoi. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'en fait, tout ce qu'il est en train de dépeindre, imaginez un peu, depuis 2022, à ce jour, normalement, on aurait pu avoir, en tout cas, même si c'est 25% ou 30% de résultats par rapport à la situation. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout ce que vous dites, effectivement, imaginez un peu le site. Depuis 1999, en tout cas, les maires ont eu tous les privilèges de ce pays-là. Tous les privilèges de ce pays. Et personnellement, je me disais, est-ce que réellement, on pouvait avoir quelque chose sur un site libre? Non. Bon, maintenant, force de tout ça, les problèmes, l'impact de l'électricité sur les activités, sur les vies humaines, bref, surtout, quand le gouvernement nous a rapprochés, pour nous, effectivement, il fallait accepter la contribution directe des consommateurs par rapport à ce problème spécifique qu'est l'électricité. Parce qu'en réalité, l'économie ne peut pas aller sans l'électricité. Et nous avons accepté. Et dans un premier temps, effectivement, nous avons dit ouf, parce qu'on avait pu avoir au moins entre 18h et 19h par jour. Et tout d'un coup, c'est lié toujours au problème de carburant, quand il y a eu cette insécurité-là, systématiquement ça a chuté. Et nous, en tant que consommateurs, c'est-à-dire l'association des consommateurs du Mali et le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, nous avons écrit, et c'est moi qui l'ai signé au nom de ces deux associations, pour voir le ministre en charge de l'énergie par rapport à la détérioration et également essayer d'échanger pour qu'on puisse trouver des solutions, en tout cas prenant en compte les préoccupations des consommateurs. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas eu de suite. Et d'ailleurs, c'est à cause de à cause de ce débat. Donc, j'ai dit à mon collègue de redocument que ce sera la semaine prochaine, nous allons encore reprendre. Mais en fait, ce jour-là, quand on acceptait le fonds de solidarité, nous avons dit deux choses seulement. La transparence et la redevabilité. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, c'est ce qui pose problème. Nous avons fait en son temps des propositions au gouvernement, juste en demandant aux opérateurs de publier mensuellement ce qu'ils versent. Cela allait faciliter la redevabilité. Imaginez depuis juin, on a dit on a récolté 34 et puis 24 milliards ont été pour l'énergie. L'énergie. Devant le Premier ministre, nous avons eu à, en tout cas, lui poser la question en demandant que le ministre en charge de l'énergie fasse le point par rapport à ces 24 milliards-là. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Donc pour moi, la question se pose. Faut-il encore des choses continuer à payer ou pas? Moi, je dis non, il faut continuer, mais plutôt exiger maintenant la redevabilité. Dans un pays voisin, mensuellement, le ministre en charge de l'économie et des finances fait le point. Et trimestriellement, le PM fait le point avec tous les acteurs. Et nous n'avons pas demandé à être membre. Nous avons juste demandé
à ce que, c'est-à-dire on dise, nous avons récolté ça, nous avons dépensé ça, et puis c'est tout. Personnellement, si le ministre en charge de l'énergie nous avait répondu, avait fait suite à notre lettre, aujourd'hui, je serais à l'aise pour dire, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non. Un département aussi stratégique, un département vital, ne doit pas être géré comme ça. On ne peut rien faire sans l'énergie. Rien sans l'énergie. Aujourd'hui, je l'ai dit dans le temps, à cause de ce problème d'énergie-là, que Dieu nous en garde, sinon on pourrait avoir des problèmes même avec la SOMAGEP. Déjà, au niveau de certaines choses, au certains guichets, on ne peut même plus faire des choses de paiement. Ce qui fait un manque à gagner pour la société, qui se trouve déjà dans des problèmes. Donc, sérieusement, moi je voudrais, en tout cas, nous proposons qu'on ait une autre vision par rapport à l'énergie. Une autre vision. Parce que nous avons des problèmes aujourd'hui. Les routes, ça ne va pas. L'électricité, ça ne va pas. Si hier je disais que l'économie était paralysée, aujourd'hui c'est aux arrêts. Forcément, il faudra que ces deux secteurs-là soient gérés à hauteur de souhait et qu'on les priorise. Et nous serons d'accord si vous me disiez tout de suite, ce fonds de solidarité nous a permis, par exemple, de faire l'escorte. Mais aujourd'hui, je me demande où. Quand on m'interpelle tous les jours, moi, je reçois au minimum 10 appels venant des journalistes. Même demain, par rapport à ça. Une question dans la même veine. On a récolté au mois de juillet. Le prélèvement a commencé en mars. En juillet, on nous a fait le point de 34,7 milliards. Mais on va arrondir à 34. 24 sont allés pour l'EDM. Les 10 qui sont restés, est-ce que vous avez eu un peu vent de cela? Non plus? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, ça c'était il n'y a pas de transparence. C'est tout ce que nous avons dit. Moi, j'ai été la cible des journalistes. On m'a tapé, mais je disais tout simplement, oui, acceptons la contribution. Mais c'est sûr qu'il y aura la transparence et la rédabilité par rapport à ce fonds-là. Je vais un peu éclaircir sur ça. Oui. C'est-à-dire que on aurait dû d'abord avoir un débat franc sur les 24 milliards pour le premier versement. Parce qu'il y a une société qui est en difficulté. Si on y injecte de l'argent, est-ce que l'argent qu'on y a injecté va directement dans les paiements seulement du carburant ou quoi? Parce qu'il faut reconnaître que EDM a quand même des dettes qu'elle doit éponger. Est-ce que l'argent qui va entrer, ce serait destiné d'abord pour restructurer, pour un peu soulager les détenteurs de ces dettes-là, ou bien de ces créances-là, ou bien ce serait dans l'achat du carburant? Ça, c'est un. De dire, si on veut que EDM fonctionne normalement, peut-être avec le fonds de soutien, il faut attendre quand même peut-être 6 mois ou bien 9 mois pour avoir son effet direct. Parce que si une société a des difficultés financières, les premières sommes qu'on va y injecter, c'est sûr que une partie de ces sommes-là aussi vont aller pour éponger certaines dettes. Je ne dis pas que tel est le fait, mais c'est une analyse connaissant les sociétés en tant qu'analyste. Je vais vous dire une chose. Okay, d'accord. EDM, il y a très longtemps, peut-être 10 ans, 20 ans, avait le même problème que Sénélec. Vous savez, l'État sénégalais a fait quoi? A injecté sur quelques années, chaque année, l'État sénégalais a injecté pas moins de 300 milliards pour pouvoir soutenir Sénélec et le faire sortir de ce gouffre-là. C'est ça qu'on aurait dû faire. Chez nous, tel n'est pas le cas. Normalement, chaque année, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce soulager EDM à hauteur de 30 milliards. Souvent, tous ces 30 milliards-là ne sont pas décaissés. Donc, ce sont des problèmes qui se sont accumulés. Il faut voir les écritures d'affectation d'EDM. Si vous voyez les écritures d'affectation, c'est-à-dire que lors du conseil d'administration, on fait le recoupement. Quelle dette reste? Donc, s'il y a une entrée d'argent, même au niveau des banques, il y a des banques, ils vont enlever tout de suite ce que vous les devez. Il y a aussi des fournisseurs.
Si eux, ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils avaient avancé, ils ne vont plus vous fournir. Comme vous le savez, vous-même vous l'avez dit, le Mali est fourni seulement par les opérateurs. Donc ces opérateurs-là, s'ils ne sont pas soulagés, surtout il faut reconnaître qu'on a commis une impaire à l'égard des opérateurs. Quand Madame la ministre Bintou Kamara était aux affaires, elle avait mis, disons, elle a fait des déclarations. Et à la suite de cette déclaration-là, des opérateurs avaient été arrêtés. Tout à fait. Ça a amené une grande frustration. Le vol du carburant. Voilà. Donc, quand vous les accusez, des accusations aussi avec des partenaires qui sont incontournables, tout ça sont des choses qui n'ont pas été vraiment calculées. Donc, ce sont des répercussions qui se font. Et il y a des frustrations qui sont là. Et si ces opérateurs-là ne veulent plus avancer sans être prépayés, on peut voir que les problèmes de EDM ne sont pas encore résolus. Même 24 milliards, là, ça ne peut pas tout soulager. Non, et peut-être, honorable, je voudrais juste réagir par rapport à ça. Nous n'avons pas dit forcément dans le carburant. Nous avons dit, vous avez fait quoi? Effectivement, on a payé les dettes fournisseurs. Je vous ai compris. Je parle parce que vous le comprenez. Mais généralement, les consommateurs comprennent comme ça, que les 24 milliards, c'est pour le carburant. Non, justement, maintenant, pour moi, pour nous faciliter dans notre travail, il aurait fallu tout simplement que le ministre en charge de l'énergie appelle les journalistes pour leur dire effectivement, nous avons bénéficié de 24 milliards. Telle société, on devait tant à cette société, on avait tant à telle société, on devait tant à cette société. C'est tout ce qu'on leur demande. Et ça, c'est une gestion professionnelle, efficace et transparente de ce fonds-là. Bien sûr. Mais si on ne le fait pas, donc maintenant, on va laisser la place aux spéculateurs et puis aux réseaux sociaux. Vous savez que les problèmes managériaux au Mali là, sont récurrents. Vous le savez. Honorable, moi j'ai une question à vous poser. Je pense que les téléspectateurs peut-être m'en voudront si je ne pose pas cette question. L'EDM, vous venez de dire, avait des dettes et tout. Le fonds de soutien a été peut-être, on suppose que ça a été fait pour pouvoir éponger certaines dettes. Mais le citoyen en tant que tel a payé ses factures quand même. Pourquoi il va être sanctionné de cette manière? Parce qu'il se sent quand même sanctionné. Oui. C'est pas aux citoyens de contribuer aussi aux dettes. Les factures des citoyens, si on compare à la dette totale de l'EDM, ne parviennent même pas à sortir l'EDM du gouffre. Parce que je vais vous donner quelques chiffres tout de suite. Si on regarde, j'avais mis le truc en 2000. Déjà, quand moi je m'étais intéressé, en 2020, l'EDM avait comme déficit à peu près 70 milliards. En 2021, c'était jusqu'en 2021, c'était pareil. Donc c'était des déficits qui s'accumulaient. Pourquoi? Parce que comme on a eu à le dire, l'EDM vend le carburant, disons le courant à perte. Mais cela n'explique pas tout. Je suis d'accord, cela n'explique pas tout. Mais comme je vous ai dit, c'est un problème managérial aussi qui se pose. Il faut voir vraiment comment rentabiliser EDM. Tant qu'on ne parvient pas à rentabiliser EDM, on ne va pas sortir de ce gouffre-là. Il y a eu beaucoup de commissions, même pour parler avec le FMI et la Banque mondiale qui étaient venus, qui eux tous à son temps avaient même demandé à ce que EDM soit séparé en 2 ou 3 sociétés. Mais tout ça, c'était pour trouver des solutions. Mais jusqu'à présent, EDM est maintenue telle qu'elle est. À son temps, on avait pu séparer de EDM Somagep, l'eau qu'on avait divisé en 2 sociétés, Somagep et Somapep. Société malienne du patrimoine de l'eau potable et Société malienne de gestion de l'eau potable. Voilà. Tout ça, c'était pour trouver des solutions. Mais EDM en tant que tel est resté, c'est pas un trou noir, quoi. Tout ce que vous y mettez disparaît. C'est ça le problème. Moi, je pense que c'est juste un problème de vision. C'est-à-dire qu'on est resté dans ça depuis combien de temps? De gestion surtout. Il faut investir et puis... Non, il faut juste investir. Imaginez un peu les centrales qui ont été annoncées. La réparation, c'est-à-dire quoi? La reconversion de groupes là, hydrogène en fiole là.
Et puis la réparation des lignes de transport. Où en sommes-nous aujourd'hui? Si on communiquait, on allait pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a fait depuis l'arrivée du temps. Mais c'est-à-dire on ne fait pas du tout de communication autour de ça. Je suis d'accord. Dans une de mes interventions, je l'avais dit. Voilà. EDM, pour sortir du gouffre, il faut investir à peu près 400 milliards sur 3 ans. Chaque année, 400 milliards à peu près. Ça, avec ça, peut-être, on peut sortir l'EDM des difficultés qu'on connaisse aujourd'hui. D'accord. Monsieur Diakité, il y a un état de fait par rapport au fonds de soutien. Je suis obligée d'en parler ici parce que moi aussi, en tant que femme de médias, j'ai été beaucoup interpellée. Il y a des citoyens qui se plaignent. Comme vous êtes le président des consommateurs, l'association des consommateurs, on est obligé de vous poser cette question. C'est de savoir que les citoyens, quand ils doivent, par exemple, ceux qui utilisent Isago, les compteurs Isago, ils sont doublement taxés. Parce que déjà, pour faire l'approvisionnement de leur compte, ensuite charger le compteur, on a l'impression qu'ils sont doublement taxés. Est-ce que vous avez été interpellé sur ce cas? Non, généralement, on n'a pas été interpellé sur ce cas, mais il y a un problème au niveau du Isago. C'est-à-dire qu'au Mali, il y a ce qu'on appelle les tranches. C'est-à-dire tranches sociales et puis en remontant. 59 francs, 91, je me rappelle, et puis ça monte. Une fois que vous faites le premier, c'est-à-dire quoi, la première recharge, si vous dépassez, donc si vous donnez 5000, le kilowattheure que vous allez avoir là, la seconde fois, vous n'allez pas avoir ce kilowattheure là parce que vous dépassez la tranche sociale déjà. Ce sont des grilles de paiement pour vous dire. C'est ça quoi, en réalité. C'est-à-dire que jusqu'à 50 kilowattheures, il y a un tarif. C'est ça la tranche sociale. À partir de 51 kilowattheures, il y a, à partir de 100, 101, ainsi de suite, ça augmente. Voilà. Souvent, les gens confondent, ils croient. Mais malheureusement, et chaque fois qu'on a eu les choses, quand on a expliqué, la personne était d'accord. Parce qu'on ne tient pas compte de cette tranche sociale-là, les différents paiements. C'est comme au niveau de l'eau. Une fois également, il y avait juste une ouverture. Il y a quelqu'un s'est plaint. Je lui ai dit, attention, dans le temps, la tranche sociale, c'était 20 mètres cubes. Mais aujourd'hui, c'est 10 mètres cubes. Donc déjà, à la deuxième tranche-là, on quitte les 113 francs pour aller justement à 300 francs. Vous m'excusez, ça c'est une façon technique d'augmenter le tarif de l'eau sans le dire. Non, je l'ai dit devant le ministre en charge en son temps. Quand on nous a appelés, ils ont fait, j'ai dit non, monsieur le ministre, ça y est, parlons franc. Nous acceptons l'augmentation parce que tout simplement, vos bailleurs de fonds là exigent cela pour que nous puissions avoir Kabbalah. Vous soyez très clair dans vos déclarations et avec ça, nous sommes là pour vous accompagner. C'est une faillite de la CRE. Voilà. C'est la CRE qui aurait dû veiller toujours face à cette situation de crise, il y a quand même des citoyens à un moment donné qui ont interpellé par rapport aux familles de militaires qui avaient l'électricité sans compter. Est-ce que le Mali, c'est une seule question que je veux me poser, est-ce que le Mali va continuer indéfiniment avec cela? Parce que approvisionner les familles de militaires, c'est pas ça le problème, mais tout le monde sait que ces familles-là en font un business par derrière et qui consomment beaucoup d'électricité. Ça c'est un fait avéré, on ne va pas mentir, dire que ça n'existe pas. C'est vrai que vous pouvez voir dans les camps, certaines familles, au niveau d'une maison, il y a 5, 10 congélateurs, ainsi de suite. Mais je peux vous dire qu'à ce jour, quand même, il y a eu des mesures qui ont été prises pour mettre fin à cela. Et c'est très suivi. Je pense que petit à petit, on sort de ce cadre-là. On sortira de ce cadre-là. Merci beaucoup. On va aller à notre dernier sujet. Les attaques et insécurité sur les axes Bamako-Kai, Bamako-Ségou. Voilà, on va s'arrêter à là. Sinon, en réalité, les attaques, c'est national, mais on veut faire un focus sur ces deux zones-là, parce que c'est ces deux zones qui prédominent un petit peu l'actualité. On a vu des vidéos de menaces proférées par... On ne va pas le citer ici sur ce plateau, et tout de suite, après, on a vu être mis en action ces différentes menaces. L'axe Kai-Bamako, pourquoi on en parle? Parce que c'est quand même un axe qui permet au Mali d'être approvisionné à hauteur de 80%. Voilà, c'est quand même un très gros poumon économique malien. C'est aussi la zone aurifère
du Mali. Honorable Ouattara, ça s'intensifie. On a même entendu parler de blocus de Caille. Je ne sais pas si on peut déjà en parler ainsi, mais en tout cas, la sécurité, elle est très criarde. Le Mali en situation de guerre, de crise. Quel regard avez-vous? C'est un peu trop exagéré, quoi. Le principal problème qui pose vraiment un cas d'insécurité, ce n'est même pas le terrorisme, c'est l'axe Bamako, Caille, Dakar. La route est vraiment une route qui a une très grande importance pour notre économie. Le fait que cette route même soit détériorée, déjà c'est un cas. Que cette route-là, il faut qu'elle soit opérationnelle au plus vite possible. Cela est très important pour notre économie. Ce qui concerne les attaques sur les axes, on en revient à la même chose qu'on avait dit. Le fait que ça se répercute sur les réseaux sociaux. C'est ça qui amplifie. Et puis ça donne encore courage à certains bandits aussi d'aller, parce qu'ils trouvent que c'est un gain facile qu'on va les voir. Ce n'est pas une question de blocus. Le blocus, c'est quand personne ne sort. Tel n'est pas le cas. Ce sont des attaques qui se font et ceux qui le font disparaissent directement. Ce n'est pas qu'ils font les attaques, ils restent là-bas et ils coupent la route, non. Et ils le font généralement quand ils voient que nos forces de sécurité et de défense sont passées, ou bien quand ces forces-là ne sont pas présentes en un moment sur certains axes. Voilà, ils parviennent à le faire parce qu'eux aussi, ils ont des complicités un peu partout, ils ont des informations sur les mouvements de nos forces de sécurité. Ce que je peux vous dire, comment on peut expliquer le fait que ça se répercute comme ça? C'est dû seulement au développement même d'éthique des réseaux et consorts. Sinon, si on remonte dans les années 1970-1980, vous prenez même des pays développés, même jusqu'à présent, il y a des films, vous pouvez les voir, aux États-Unis et consorts. Les bandits attaquaient les camions pour s'approvisionner et voler. Mais à ce moment, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça n'avait pas de telles répercussions. Aujourd'hui, le fait qu'il y a les réseaux sociaux, chaque attaque est directement mise sur les réseaux sociaux. C'est ça qui amplifie aussi la chose. Sinon, vous voyez que nos forces de sécurité et de défense sont en opération. Récemment, elles ont démantelé beaucoup de bases dans la région de Caille, dans la région de Boukouni, ainsi de suite. Donc, ces acteurs-là sont très souvent poursuivis et très souvent sévèrement punis. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'amateurs de gains faciles. Quand ils voient que des gens vont un peu arrêter des cars, kidnapper, faire la poche des gens, ou bien voler, c'est pas telle chose. Il y a des bandits qui se sont alliés à ça. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de difficultés sur ces choses-là. Mais je peux vous rassurer que nos forces de défense et de sécurité sont en mouvement dans ces contrées-là. Et je suis sûr que bientôt ces choses-là vont diminuer de jour en jour. Il y a aussi l'axe de Ségou quand même, il y a eu des morts, hein, notamment un ancien député qui a quand même, ça fait un petit peu de bruit. C'est la même chose. On se dit, Ségou, elle est proche de Bamako. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est l'interprétation qu'on en donne. Sinon, même dans les villes développées, les bandits, quand les tireurs de l'eau, ils ont des contrats, ils tuent les gens sur les routes comme ça. Mais chez nous, ça prend une autre connotation du fait que nous sommes en guerre avec les terroristes et ainsi de suite. Sinon, il y a beaucoup jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures qui passent. Mais quand il y a une attaque, effectivement, et puis c'est malheureux que ce soit quelqu'un de très connu. Je présente même mes condoléances à sa famille, Honorable Aïdara. Donc, de telles personnalités, effectivement, ça donne une autre ampleur. Sinon, depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui que les routes sont souvent coupées et qu'il y a de telles attaques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans, 13 ans, souvent même sur la route de Bamako allant vers Kita. Souvent, il y avait des attaques comme ça, des bandits qui venaient arrêter les camions, dépouillaient les gens et disparaissaient. Donc, ce sont des moyens que les bandits ont trouvés aujourd'hui pour se faire des poches. Mais la riposte
des forces de sécurité et de défense, c'est cette riposte-là qui va mettre fin à ça. Parce que chaque fois qu'il y a de tels cas, on parvient à les poursuivre et à les punir sévèrement. Honorable Ouattara, on ne peut pas quand même exclure les vidéos de menaces proférées par, il ne serait pas nécessaire de le citer ici, comme quoi cette personne dans ces menaces disait que si jamais vous rencontrez nos gens, il faut s'arrêter, il ne faut pas partir, sinon vous serez sûrement criblé de balles. Est-ce qu'on ne doit pas prendre ces genres de petites menaces très au sérieux? Comme je vous l'ai dit, ces menaces-là, sur les réseaux sociaux, ceux qui les publient et les reproduisent, c'est ça le mal même. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, ces menaces, en tant que telles, ce ne sont que des menaces. Comme je vous ai dit, dans n'importe quel pays, si des bandits se mettent au bord de la route pour se faire des gains, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Ce n'est pas seulement le Mali qui est sujet à cela. Le Mali est quand même en guerre. Merci beaucoup, honorable Ouattara. Monsieur Diakité, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces menaces et aujourd'hui par rapport à ce que ça peut même en découler sur la vie du citoyen malien? Non, en fait, c'est tout ça, là, toutes ces menaces-là, l'impact, il est visible aujourd'hui. Ça, c'est la pénurie, c'est la situation du carburant. Ici au Mali aujourd'hui, l'énergie, tout ça là. Pour moi, et ce qu'il faut juste faire, ça c'est... Bon, vous avez parlé seulement de Kaya, mais moi j'ajouterais également l'axe Bamako-Kita. L'axe Bamako-Kita, ce sont les mêmes choses. Ce qu'il faut juste, vraiment, en tout cas, l'accompagnement des populations qui réellement fait défaut. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Souvent, on fait des attaques et 15-20 minutes plus tard, c'est-à-dire... on voit des jeunes avec des motos, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont pu se procurer ces motos, ainsi de suite, quoi. Donc, vraiment, il est nécessaire, en tout cas, d'impliquer la population au maximum, etc. Et puis, effectivement, que l'armée toujours continue à s'adapter à ces genres de choses. Parce qu'ils ont changé de stratégie. L'armée est également obligée de s'adapter à ces stratégies-là, sinon, ça n'ira pas. Voilà. Vous êtes d'avis aussi d'impliquer la population? Parce qu'il y a quand même des répercussions aussi sur cette population. Mais, comme M. Diakité l'a dit, l'armée a toujours fait appel à la population, a toujours tenté de sensibiliser la population, parce que sans la population, il est difficile de lutter contre de tels fléaux. Voilà. Parce que, comme il l'a dit, dans un village, bon, chacun se connaît. On connaît les revenus de chacun, de quel genre d'activité chacun s'en donne. Si du coup, du jour au lendemain, un jeune qui est là à flâner vient avec de l'argent, avec un gros cylindre ou bien des trucs comme ça, c'est payer des motos, on connaît le prix des motos, ou bien commence à construire des maisons, personne ne sait quel revenu il a. C'est sûr que ces revenus-là sont des sources vraiment douteuses. Donc si on ne signale pas tous ces cas-là, et encore, il y a des populations aussi qui signent, comment dire, des accords avec les terroristes, ce qui est très dangereux. Parce que ce qu'ils ignorent, ces terroristes-là vont venir se nourrir de leurs biens. Et encore, quand vous signez des accords, vous vous engagez à ne rien signaler à nos forces de défense et de sécurité. Alors que ce sont ces forces-là qui sont là pour assurer votre sécurité. Parce que du jour au lendemain, ces populations-là aujourd'hui sont là à pleurer. Pourquoi? Parce que les terroristes-là viennent les arnaquer chaque jour, enlever les troupeaux, enlever les récoltes, enlever tout. Bon, si ces populations-là ne prennent pas conscience que seules les forces de sécurité et de défense peuvent assurer leur sécurité, ça c'est très malheureux. Donc on fait toujours appel au bon sens des uns et des autres pour signaler tout mouvement suspect, toute personne suspecte à nos forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous ne pensez pas que, pas face, comme on aura bien de dire, la signature de ces accords avec les villages, souvent on se pose la question, les chefs de village, ils sont où? Pendant la signature de ces accords-là, ils sont embourbés dans l'accord. On se demande aussi, que font nos préfets dans ce cas? Les préfets doivent pouvoir ratisser les zones
qu'il couvre pour pouvoir notamment savoir village par village, à la limite case par case, qu'est-ce qui se passe? Bon, au fait, ces choses-là ont commencé quand l'État était très faible aussi, il faut le reconnaître. Et encore avec la présence de la MINUSMA et de Barkhane qui interdisait même à nos forces de défense d'être actives sur certains terrains. Parce qu'on leur interdisait même l'accès de certains villages. Donc ce sont des choses qui se sont développées à cet temps. Et comme vous savez, c'est comme une gangrène. Quand ça se développe là, c'est difficile de soigner seulement. Souvent, il faut amputer. Donc nous sommes en train de chercher des solutions à cela. Merci beaucoup, M. Diakité. Un dernier mot? Un dernier mot, non, c'est juste également demander aux autorités, vraiment, quels que soient les problèmes, d'essayer également, en tout cas, d'investir au niveau de ces différentes localités-là. Parce que c'est toujours le problème d'emploi et de précarité. Bon, des problèmes de période qui font que réellement les gens sont facilement enrôlés. Donc, forcément, il faudra des programmes robustes dans ces zones-là pour essayer d'extirper un peu. Parce que si il y a une petite analyse maintenant, si nous essayons de voir maintenant là, ce sont des jeunes, et la moyenne d'âge c'est les 18-22 ans. Donc c'est la force vive. Est-ce que forcément, on ne doit pas essayer de mettre sur place un mécanisme pour essayer de les extirper de ce champ-là, sinon réellement ça n'ira pas. On ne peut pas les tous tuer. Voilà. Merci beaucoup. Honorable, un dernier mot peut-être aussi. Oui, je suis d'accord avec ce que M. Diakité a dit. Moi, à mon niveau, surtout, ce qui m'inquiète, ce sont les prêches intempestives. Là. Il faut que l'État parvienne à encadrer les prêches. Que ce soit sur la radio, sur n'importe quelle source de médias. On ne doit pas laisser n'importe qui prêcher. Nos pays voisins là, en ont fait la douloureuse expérience, surtout l'Algérie, vers la Mauritanie. Aujourd'hui, dans ces pays-là, n'importe qui ne peut pas prêcher. C'est impossible. Donc ça, ce sont des choses à voir. Et parallèlement à cela, je suis sûr que le problème d'EDM, l'État trouvera des solutions parce que l'énergie, si on prend l'économie, c'est à peu près 80%. Que ce soit l'électricité, que ce soit les mouvements sur les routes et consorts, ça représente. Donc c'est quelque chose, si on ne trouve pas une solution, ça va étouffer notre économie. Et je souhaite que ces problèmes-là soient résolus le plus vite possible pour que la population quand même puisse moins souffrir. Et que pour aussi la pénurie de carburant, que les gens comprennent qu'une grosse partie de ces problèmes-là est artificielle et c'est maintenu par nous-mêmes. Si on parvient vraiment à savoir raison garder, je pense que ce problème-là va disparaître de lui-même. D'accord, merci beaucoup messieurs pour avoir fait ce décryptage avec moi sur ce plateau. Nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Ce plateau, j'ai avec moi Honorable Fousseni Ouattara. Il a un PhD en sciences économiques. Il est également le vice-président de la Commission défense nationale, sécurité et protection civile du Conseil national de transition. Honorable Ouattara, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. C'était gentil de m'avoir invité. Merci beaucoup et merci à M. Diakité. Merci bien. Deuxième invité sur ce plateau est M. Abdoul Wahab Diakité. Il est le président de l'Association malienne des consommateurs du Mali, ASCOMA. M. Diakité, merci beaucoup. Merci bien, madame, et merci, honorable. Et ça a été une occasion d'éclairer la lanterne de nos camarades. Merci bien. Téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cet entretien. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y également sur les pages YouTube, Facebook. Mandé TV Reflet du Mali pour voir et revoir nos différentes émissions passées et avoir une idée sur ce qu'on fait. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement et on se dit à la prochaine pour un autre entretien brut.